Bonjour, c'est dans le cadre de la rubrique Ciné-Livre de la chaîne YouTube Pour le Cinéma TV que je vous accueille de nouveau dans le café Le Churchill qui se trouve à Dunkerque-Rosendal pour parler de James Mallahan Caine, dit James M. Caine, 1892-1977. Only you're a little more rotten. You got me to take care of your husband for you. And then you get Sacchetti to take care of Lola. Maybe take care of me too. Then somebody else would have come along to take care of Sacchetti for you. That's the way you operate, isn't it, baby? Suppose it is. Is what you've got cooked up for tonight any better? Donc je vais vous présenter aujourd'hui cette réédition d'une biographie exceptionnelle de James M. Caine par François Guérif. François Guérif qui est éditeur, responsable de collection, critique de cinéma et qui a permis notamment de faire les premières éditions françaises de Wanderer de Sterling Hayden ou d'autres grands récits américains, et il est également responsable d'édition de plusieurs polars et aussi auteur de plusieurs livres sur le cinéma, notamment les entretiens avec l'inénarrable Claude Chabrol, comment faire un film par exemple. Alors, qui a été James M. Caine? James Mallahan Caine, descendant d'Irlandais, né en 1892 et mort en 1977. Alors, James M. Caine appartient à une famille plutôt orientée vers le littéraire et l'art, puisque son père travaillait dans l'enseignement, notamment à l'université de Yale, et sa mère a été pendant quelque temps soprano coloratura, et d'ailleurs il souhaitera plus tard faire une carrière de chanteur. Nous y reviendrons. Alors, les études de James M. Caine sont un peu erratiques, mais il excelle surtout, non pas dans les sciences, mais dans le domaine des humanités. C'est pour ça qu'il aura l'équivalent de son baccalauréat des humanités, baccalauréat littéraire à vocation artistique. Et c'est muni de ce baccalauréat et de ce diplôme qu'il entame des petits boulots, notamment dans l'éducation, notamment aussi dans l'administration pour contrôler les routes, mais aussi en tant que vendeur et dans d'autres petits métiers. Et ce sont ces petits métiers finalement qui seront formateurs pour lui, puisque il écrira par exemple, lorsqu'il voudra être chanteur et qu'il entamera une première carrière de chanteur dans par exemple des romans comme Sérénade, ou bien par exemple dans d'autres romans qui développeront les secteurs d'activité dans lesquels il a fait quelques disons apparitions et quelques traces. À partir des années 1910, donc James M. Caine souhaite développer une carrière dans l'écriture. Et c'est probablement vers ses 22 ans, en 1914, alors qu'il est à la croisée des chemins, alors qu'il avait même demandé à sa mère s'il possédait un talent en tant que chanteur, parce qu'il en avait formulé le vœu et le souhait. Sa mère lui a répondu qu'il n'avait pas de présence, qu'il n'avait pas une voix, disons, formidable. En tout cas, elle l'a fait un petit peu dégoûté de toute velléité d'être artiste lyrique. Alors, est-ce par jalousie ? En 1914, alors qu'il est assis sur un banc à Lafayette Square, il entend une voix intérieure lui dire « Tu seras écrivain ». Enfin, c'est d'après l'anecdote qui nous a été contée par certains biographes de cet écrivain. Et puis donc ensuite, à partir de 1914, il emploie de nouveau ses talents dans différents journaux, et aussi il est, à partir de l'été 1918, engagé dans l'armée, dans la 79e division du corps expéditionnaire américain, dans la Marne et puis dans l'Argonne, jusqu'à la fin des conflits.
Il deviendra responsable d'un journal interne à cette division, un petit journal des armées en France donc. Il en tirera aussi sa première grande nouvelle, son premier grand récit bref, La prise de Montfaucon. Et puis, une fois démobilisé l'année suivante, il revient aux USA et entame une nouvelle carrière, à la fois dans l'écriture. Il est d'ailleurs vu par et bien considéré par celui qui sera un de ses mentors littéraires et journalistiques, M. Mencken, et dans une carrière de journaliste, de journaliste parfois chroniqueur engagé, puisqu'il n'hésitera pas à aller en Virginie, dans les mines, pour relater à travers différents articles, différentes chroniques, les conflits sociaux avec les syndicats, les ouvriers des mines, avant la Grande Dépression. Et d'ailleurs, de cette expérience, puisque Kane sera toujours quelqu'un qui puisera dans ses différents emplois, je pouvais parler aussi dans les assurances, la matière ou la documentation de ces romans. Pour les mines, je pense à Butterfly, ou pour les assurances, évidemment, Assurance sur la mort. Alors ensuite, Kane devient un journaliste de plus en plus réputé. Il travaille même au New Yorker, dans des revues ou des journaux de prestige. Et il est contacté à partir de la fin des années 20, début des années 30, notamment par la Paramount, pour collaborer, comme d'autres écrivains célèbres de l'époque, à des scénarios, à des réécritures de scénarios, voire de dialogues. Mais sa première expérience à la Paramount est, comment dirais-je, infructueuse, puisque finalement il est plus à végéter dans le bureau qui lui est alloué plutôt que dans l'écriture de textes. Mais il commence à développer sa carrière littéraire, notamment au début des années 30, en 1932, avec une nouvelle qui est très forte, qui est franchement aussi très dure par son contenu, qui s'appelle Le bébé dans le frigidaire. C'est ce qui le fera reconnaître nationalement comme grand écrivain de textes qu'on appellera des textes hard-boiled, ça veut dire des textes très durs, d'accord, dans les romans noirs américains. Voilà. Et donc à partir de 1934 jusqu'avant-guerre, c'est la grande période d'écriture, à la fois journalistique mais aussi fictionnelle de James M. Cain, puisqu'il va écrire coup sur coup Le facteur sonne toujours deux fois, Assurance sur la mort et Sérénade. 3 chefs-d'œuvre, coup sur coup. Et évidemment, les droits de ces romans, droits qu'il recevra lui en peu de pourcentage finalement, seront achetés avec les grandes compagnies qui décideront de les adapter sur grand écran. Nous en reparlerons très vite. Alors ensuite, James M. Cain est employé à partir de la fin des années 30 et pendant la guerre par cette fois-ci la Columbia sous la direction du grand producteur Harry Cohn pour écrire soit des scénarios, soit des dialogues, notamment du remake américain de Pépé le Moko de Duvivier. Ça s'appellera Algiers avec Charles Boyer. Notamment, et puis par exemple The Gypsy Wildcat en 1944, une comédie d'aventure, un agréable film d'aventure. Et donc après-guerre, c'est là que James M. Cain va développer, comme vous le constaterez avec ses nombreux romans et nouvelles, une vingtaine de romans, dont des romans historiques, une dizaine d'histoires courtes qui sont disponibles et aussi qui ont été traduites en France, sa prestigieuse carrière d'écrivain, tout en continuant sa carrière de journaliste. Il a écrit des milliers d'articles, des articles sur fond social, des articles sur fond politique. C'était quelqu'un de très engagé pour la défense, notamment des mineurs, comme j'avais dit tout à l'heure, pour la défense des ouvriers. Et d'ailleurs, à ce titre,
j'aurai l'occasion d'en reparler aussi, James M. Cain s'est attaché à retranscrire dans ses romans le langage, la manière de parler, hein, d'accord. On pourrait dire que c'est un auteur réaliste, bien sûr, de ces personnages américains, qu'ils soient ouvriers, qu'ils soient employés de commerce, qu'ils soient dans les assurances. Et à chaque fois, James M. Cain adaptera son langage, qui n'est pas un langage donc parfois soutenu, mais pour ses écrits, un langage qui soit dans le petit fait vrai, comme disait un romancier français. Et donc ensuite James M. Cain va voir ses romans filmés, d'accord, adaptés au cinéma. Alors par exemple, nous aurons l'occasion d'en reparler, Assurance sur la mort, et puis aussi Le Facteur sonne toujours deux fois, nous aurons l'occasion d'en reparler. Et donc jusque dans les années 70, avec parfois plus ou moins de succès, James M. Cain développera cette veine à la fois réaliste dans des romans qui se situent au moment où il les écrit, c'est-à-dire des années 30 à 60-70, mais aussi des romans historiques. Je pense par exemple à La Belle de la Nouvelle-Orléans, qui se passe à l'issue de la guerre de sécession, dans les années 1860, donc aux USA, et qui parle d'un contexte bien particulier, puisqu'il s'agit désormais pour l'armée victorieuse, d'accord, l'armée nordiste, de s'approprier, de se réapproprier le commerce et la vente du coton des États du Sud. Et il en fera une brillante fresque historique qui s'intitule La Belle de la Nouvelle-Orléans. Alors oui, ce que vous développe aussi François Guéry dans cette magnifique biographie consacrée à James M. Cain, c'est que James M. Cain était un auteur engagé, notamment en 1946, et dans une période qui était peu facile pour les écrivains engagés. Rappelez-vous le macartisme, par exemple, qui apparaît petit à petit dans les mœurs américaines. Et les alliés d'hier deviendront les ennemis de demain, comme on pourrait le dire. Eh bien, avec la Russie communiste par exemple, eh bien, James M. Cain désire développer, pour renforcer les pauvres droits d'auteur existants aux USA des artistes, il décide de développer un texte et une sorte de corporation, de guilde, qui soit l'American Authority. Malheureusement, tout le monde n'est pas d'accord pour cette société, cette guilde des droits d'auteur, des copyrights, que ce soit pour les premières éditions, que ce soit pour les rééditions en poche, que ce soit pour les droits à la radio, à la télévision, puis au cinéma. Et cet auteur ici, James M. Cain, en sait quelque chose. Donc elle n'aura jamais lieu, hein, cette association, cette guilde, qui avait pourtant qui présentait beaucoup d'intérêt pourtant pour la protection des droits d'auteur. Alors, James M. Cain, c'est aussi un auteur, je le disais tout à l'heure, qui était très documenté. Il se documentait évidemment de par les multiples métiers qu'il avait exercés, les domaines qu'il avait rencontrés, et aussi avec parfois cette particularité de nous présenter un langage parfois très simple, mais qui est difficile à retranscrire. On dit parfois que certains écrits sont effectués par un langage ou un vocabulaire très simple, mais cela demande une technique et une attention particulière. Par exemple, son premier grand roman, Le Facteur sonne toujours deux fois. Il est narré à la première personne, et les dialogues ne contiennent jamais de verbes introducteurs ou présentateurs de paroles du genre dit-il, dis-je, répondis-je, répondit-elle par exemple. D'accord, c'est une des particularités. Ensuite, ces romans sont parfois des romans très courts, se déroulant dans des endroits qui peuvent paraître des huis clos ou quasiment des huis clos dans des lieux uniques.
Et parfois, ces romans prennent des ampleurs de fresques populaires. Je parlais de la Belle de Nouvelle-Orléans tout à l'heure. Ou des romans qui présentent aussi des faits qui se déroulaient dans une histoire plus ou moins proche au cours de l'écriture des romans de James M. Cain. Je pense par exemple à Galatée, qui est une très très belle réécriture du mythe de Pygmalion. Qui se passe dans l'ouest profond américain. Il suffit de le lire pour s'en rendre compte. Et puis vous avez aussi chez James M. Cain des thèmes récurrents, des thèmes qui reviennent assez souvent, tels que le sexe, l'argent, les femmes qui dominent la situation, et puis aussi la notion de fatalité. C'est pour ça qu'il s'inscrit dans cette grande tradition des auteurs tragiques. Et aussi, peut-être c'est l'un des thèmes aussi les plus importants que l'on retrouve dans ces romans ou ces histoires courtes, c'est le thème de la trahison. Kisses with dreams in them. Kisses that come from life, not death. I hope I can wait. Darling. Parlons un petit peu des adaptations cinématographiques, puisque je disais que James M. Cain avait participé à l'élaboration de films. Il a un tout petit peu participé à l'élaboration de quelques-unes de ses adaptations, mais parfois de très loin. Par exemple, pour Assurance sur la mort en 1944, ce sera Billy Wilder qui en assurera la réalisation, et un autre grand auteur, cette fois-ci de roman noir, qui est Raymond Chandler, qui en assurera l'adaptation en quelque sorte. Et Chandler dira à Cain, bon, nous avons fait ce que nous avons pu en tenant compte des impératifs et du cahier des charges de production et de réalisation de l'époque. C'est-à-dire que par exemple dans Assurance sur la mort, le roman, il y a le développement du thème de la folie qui n'a pas été très très développé dans le film, mais le film finalement, et Cain et Wilder le reconnaîtront, sera finalement une bonne adaptation sans trahison du roman initial. Alors, on connaît aussi les adaptations, certaines autres adaptations célèbres du roman de James M. Cain, celle par exemple du Facteur sonne toujours deux fois. La première adaptation ne sera pas une adaptation américaine. Elle sera française et de 1939 de Pierre Chenal, avec Le Dernier Tournant, avec Fernand Gravé et Corinne Lucher, dans le rôle du couple infernal et maudit, et Michel Simon dans le rôle du mari qui sera trahi, et aussi dans des seconds rôles, par exemple des personnalités dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, telles que Robert Le Vigan. Et là aussi, il y aura des modifications pour faire du roman de James M. Cain une adaptation qui soit fidèle au réalisme poétique, comme on appelait ces mouvements de films, hein, de Carnet, de Renoir et de Pierre Chenal à l'époque. Et ensuite, on sait que Renoir va aussi présenter la version, la traduction française du roman de James M. Cain, qui paraît, j'allais dire, en 1936-37 chez Gallimard en France, du Facteur sonne toujours deux fois. Et lorsque Luchino Visconti est son assistant sur une partie de campagne, Visconti repartira avec cette version du roman, Visconti sachant la langue française, la maîtrisant parfaitement, d'après ce que nous entendons dans ses interviews, et en 1942 décide de l'adapter sans citer la source, sans citer le roman, en Italie pour son premier film, du néo-réalisme, pas le réalisme poétique mais du néo-réalisme, c'est Ossessione. Et d'ailleurs il y a, comme vous le verrez au cours de cette vidéo, puisque les romans étaient filmés, il y a un coffret qui existe chez Folio Gallimard qui présente à la fois le DVD du film plus
le livre traduit en français chez Gallimard en version poche folio. Et Visconti va connaître sa première grande réputation de réalisateur et d'initiateur en quelque sorte du néo-réalisme à travers ce film avec Massimo Girotti qui est Ossessione, mais sans citer et sans préciser que c'est une adaptation. Et en plus en rajoutant un élément qui ne figure pas dans le roman initial, c'est la notion d'homosexualité qui n'y figure pas dans ce roman. Et ensuite, une autre version, c'est celle qui est la version américaine, peut-être la plus internationalement connue et reconnue. Il s'agit de la version de 1946 de Ty Garnett, notamment avec John Garfield et Lana Turner. Le facteur sonne toujours deux fois. Et puis en 1981, Bob Rafelson avec Jessica Lange et Jack Nicholson en fera probablement l'adaptation la plus fidèle. Pourquoi je dis que celle de 80 est la plus fidèle, la version américaine de 80? Parce que celle de 46 est assez fidèle par rapport au personnage masculin, par John Garfield, qui correspond au type du protagoniste. Par contre, Lana Turner, qui était une star à l'époque, avec ses cheveux blonds peroxydés, son maquillage, n'est pas finalement et au premier abord convaincante dans le rôle d'une petite vendeuse d'un commerce ou d'une station essence de l'Amérique profonde pendant la Grande Dépression. Il faut le reconnaître. Mais il y a de très très beaux moments dans ce film, surtout que c'est réalisé par Ty Garnett, qui est un très très bon réalisateur. Et puis, tout de même, c'est celle de 1981 qui saura condenser, réunir toutes les qualités, l'intégralité du contenu en quelque sorte du roman de James M. Cain, même si Nicholson paraît un tout petit peu plus âgé que le personnage du roman. Mais c'est vraiment un petit détail parce que franchement Nicholson et Lange forment vraiment le couple parfait pour cette adaptation de roman, pour une adaptation très fidèle. Puis Bob Rafelson était aussi très très bon dans la conception des décors, la conception des scènes. Alors évidemment, il y a eu d'autres adaptations des romans de James M. Cain. Je pense à Sérénade en 1956 par Anthony Mann, avec notamment Mario Lanza, Rhonda Fleming aussi de mémoire, et puis dans un second rôle, et c'est ce second rôle qui sauve en quelque sorte le film. Mario Lanza était un grand chanteur, mais peut-être un acteur un peu moyen, même s'il a fait de très très beaux films, voilà, notamment Le Grand Caruso. Voilà, c'est un très très beau film à regarder en cette période de Noël, notamment au niveau musical, au niveau, voilà, au niveau de l'ambiance, etc. Mais c'est Vincent Price, grand acteur américain, qui dans un second rôle sauve en tout cas le film. Voilà, j'en dis pas plus et je vous laisserai le soin de regarder ce film d'Anthony Mann, qu'on connaît plus pour ses films noirs ou ses westerns. Alors, que dire en conclusion par rapport à cette vie, cet ouvrage également? Eh bien, c'est premièrement que cet ouvrage vous en dira beaucoup plus et peut-être beaucoup mieux que je ne l'ai fait ici, dans cette brève présentation. Et cet ouvrage aussi a la particularité non seulement de vous présenter un écrivain, mais aussi l'histoire en quelque sorte politique, sociale, littéraire de l'Amérique des années 1900 à 1970, ce qui n'est pas rien. Et elle est faite d'ailleurs, cette histoire, par un grand spécialiste, j'allais dire du cinéma, mais aussi un grand spécialiste, aussi on pourrait dire de la littérature américaine, puisqu'en parallèle à l'écriture, au langage de James M. Cain, au style de ce romancier, il n'hésite pas à le comparer parfois à Faulkner, à Hemingway, ce qui n'est pas rien. Et moi, pour toute proportion gardée ou pour établir un parallèle, je dirais que James M. Cain est à la fois un auteur qu'on aurait pu classer en France, en quelque sorte, dans le réalisme de Maupassant,
notamment pour ses histoires courtes, mais aussi dans le naturalisme d'Émile Zola, pour son aspect documenté, le langage qu'il utilise, les différents milieux populaires ou autres qu'il décrit dans ses romans. Quoi qu'il en soit, procurez-vous cet ouvrage qui est très sympathique, le mot ne convient peut-être pas, mais très en tout cas passionnant, c'est sûr, à lire. Pour ma part, j'ai apprécié le format de cette édition puisque c'est un format de poche. C'est dans une nouvelle collection éditée par Pierre-Julien Marest qui est Marest Bis et qui nous promet par exemple pour sa prochaine publication, je me permets de chausser mes lunettes, une comédie musicale par Alain Masson. Voilà. Je vous remercie, puis à très bientôt pour une nouvelle séance de ciné-livre.